Bonjour à tous. Ça fait toujours rire autant, n'est-ce pas? On a l'impression antenne. Bien, allez, on va passer à la correction donc de notre exercice que vous aviez le loisir de travailler tout ce week-end, n'est-ce pas? Et que vous avez pris le temps de faire. LOL. Bien, alors. Petit rappel, la consigne était donc la suivante. Créer un tableau 3D, d'accord? On l'avait déjà corrigé ensemble, ce tableau 3D. Pour rappel, dans ce tableau, on avait donc un tableau indexé avec, pour chaque index, 0, 1, 2, 3, 4, 5, un objet qui contenait des informations comme prénom, nom, matière. Et pour chaque matière, une note, une moyenne de l'étudiant pour chaque matière. Sachant que le nom des matières n'est pas forcément le même d'un étudiant à un autre. Par exemple, lui, il fait de l'anglais et du latin, alors que lui, il fait du SES et du sport. Et le nombre de matières non plus n'est pas le même. Donc, du coup, la difficulté de cet exercice, et c'est ce qu'on n'avait pas encore vu ensemble, c'est comment réussir à parcourir notre objet pour afficher ces informations. C'était là le challenge. Parce que vous saviez déjà parcourir un tableau, lire les informations d'un objet, sauf que là, en l'occurrence, on a un objet qui lui-même contient d'autres informations. Et donc la difficulté était de réussir à parcourir et lire les données de cet objet. Certains ont réussi, d'autres un petit peu moins. Mais c'était là où était vraiment l'enjeu. Et puis la deuxième difficulté était de réussir à trouver une logique de développement pour pouvoir calculer la moyenne. Alors, je vous propose qu'on commence sur la correction de notre partie 2 où il fallait afficher sur la page pour chaque étudiant sa moyenne à chaque matière et sa moyenne générale. Si vous n'avez pas de questions, on va commencer. Alors, j'avais juste rajouté mes deux petites fonctions alias, les flemmards.js, donc L pour console.log et W pour document.write, d'accord? Ce qui me permet d'aller un tout petit peu plus vite dans ma rédaction. On est parti. Alors, ici en fait, vous pouvez suivre avec moi, hein. Je vous donnerai la correction, vous cassez pas la tête, on fait la correction ensemble. Et comme ça, s'il y a des questions, des choses, vous pouvez m'arrêter et puis je peux vous expliquer au fur et à mesure. Alors, ici, je souhaite afficher la liste de mes étudiants. Bon. Alors, à votre avis, là, déjà, quelle est la première chose que je dois faire? Quelle est la première étape dans ma logique que je dois accomplir? Bonjour. Bonjour. Alors, je me présente. Hugo Liégeard, je serai votre formateur durant cette session JavaScript. Nous allons découvrir ce qu'est JavaScript. C'est bon, vous êtes là? Bien. Alors, quelle est la première étape quelle est la première chose à faire? On sait qu'on veut donc afficher sur la page pour chaque étudiant la liste de sa moyenne à chaque matière et de sa moyenne générale. Vous auriez fait quoi en premier? Une boucle qui ferait quoi? Donc, on aurait d'abord créé une boucle qui permettrait d'afficher les élèves. Ok. Donc, je peux mettre ici en première étape créer une boucle pour parcourir mes étudiants. Ok, allons-y. Pour let i égale 0. Tant que i est strictement inférieur à quoi? À savoir, premier trimestre, point length. Très bien. À ce moment-là, je fais quoi avec i? On l'incrémente, i++. Très bien. Bon. Là, j'ai ma boucle. Alors, moi, ce que j'aime bien faire,
c'est faire des choses un peu logiques qui ont du sens. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je fais ça? D'abord, ouais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je fais ça? Let étudiant. Donc quand je mets le mot-clé let devant étudiant, je rappelle que ça veut dire que je limite la portée de la variable étudiant au bloc de la boucle. D'accord? En sortant de ma boucle for, ici, étudiant n'existe plus. Let étudiant est égal à premier trimestre, crochet i. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Chaque fois que ma boucle va faire une itération, je récupère l'étudiant qui se situe à l'indice i de mon tableau et je le stocke temporairement dans une variable que j'appelle étudiant. Ce qui me simplifie un peu mon travail et facilite ma compréhension. Au lieu de faire à chaque fois premier trimestre de i, point prénom, point matière, point truc, nanana, étudiant, point prénom, étudiant, point nom. Ce qui est plus facile, d'accord? Bien. Je ne vais pas plus loin. Je vais d'abord vérifier ce que ça donne dans ma console. Donc, console.log de étudiant. Ok? Donc là, je regarde dans mon navigateur et là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien mes 5 objets, donc mes 5 étudiants qui sont affichés les uns après les autres. Ce qui veut dire que donc ma boucle parcourt bien mon tableau et m'affiche bien les différentes informations qu'il contient. Bon, je sais que ça fonctionne. Je le mets en commentaire. Maintenant, je souhaite afficher la liste de mes étudiants, donc avec UL ou OL et LI. Alors, comment est-ce que je m'y prends? Donc là, je vais faire mon document.write. Où est-ce que je vais ouvrir ma balise OL? Ici, OL, ok, alors on est parti, OL. Alors je vais juste, on aurait pu le faire en une fois, concaténer, mais juste par simplicité, d'accord? Je vais le faire en plusieurs fois. Ce sera plus lisible. Alors j'ouvre ma balise OL. Et ici, donc, pareil. Pour chaque étudiant. Donc ici, ça nous fait LI. Et là, je ferme ma balise LI. Donc, dans ma balise LI, là, je peux afficher mon étudiant, c'est ça? Ça va me donner donc, si je suis la logique, étudiant.prénom, concaténation pour ajouter un petit espace, plus étudiant.nom. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai Ricky qui secoue un peu la tête. Ça va? Ah, garde cette idée. Je suppose que tu es d'accord avec lui, bien entendu. Ok, allons déjà tester ce que ça donne comme ça. Alors, ça s'affiche bien, on voit bien les prénoms et les noms. Par contre, il y a un petit souci, non? La numérotation reste à 1. C'est un peu embêtant. N'est-ce pas, Ricky? Si on regarde dans le code HTML, qu'est-ce que vous remarquez? Ça fait des OL à chaque fois. En fait, qu'est-ce qu'il faut comme structure? Il faut combien de OL? Un OL avec plusieurs LI. Très bien. Donc, quel est le problème de notre code? Eh oui. C'est ce qu'il a dit, Ricky. La balise OL ne peut pas être dans la boucle parce que chaque fois que vous allez parcourir votre tableau, il va recréer la balise OL. Donc en fait, la balise OL, vous la mettez juste avant la balise for.
Pareil pour la balise OL qui termine à la fin de la balise for. Vous vivando? J'ai pris des petits cours d'espagnol durant le week-end. C'est bon, vous vivando? Bien. Si, señor. Où est le respect? Alors, si maintenant j'actualise, et regardez la structure à droite, maintenant j'ai bien mon 1, 2, 3, 4, et j'ai bien mon OL avec les différents LI. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu? Donc, d'abord, je parcours mon tableau, une simple boucle. Je récupère l'itération de chaque boucle, enfin l'itération de chaque l'itération en cours dans ma variable temporaire étudiant. Et ensuite, dans un LI, j'affiche le prénom et le nom de mon étudiant, sachant que la balise OL se déclare en dehors de ma boucle for, d'accord? Parce que je veux avoir un seul OL et à l'intérieur du OL, plusieurs LI. Est-ce que jusque-là, ça va? Yes? Ok. Passons à la suite, la partie un peu plus difficile, mais qui est en réalité très simple. En fait, vous allez péter un câble en voyant à quel point c'est simple. Vous allez vous dire, punaise, c'est pas possible, c'était aussi simple que ça et je suis passé à côté. Pour ceux qui sont passés à côté. Bien. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est afficher la liste des matières, n'est-ce pas? Avec à côté la note qui correspond. Bien. Alors, je vais déclarer à l'intérieur de ma balise LI une balise UL. D'accord? Comme ça permet de faire un sous-niveau dans... enfin, c'est du HTML, vous savez. Et donc, ici, j'ai besoin de faire quoi maintenant? Exactement. J'ai besoin de faire une boucle, mais elle va parcourir quoi cette fois-ci, cette boucle? L'objet. C'est pas un tableau. C'est l'objet. Non, mais c'est bien. L'objet. Sauf que, remarquez bien, sur chaque objet, hop, je sais pas si je peux étudiant, je pense pas qu'il va pas le reconnaître. C'est premier trimestre le truc, je crois. Premier trimestre, on va dire, de 2, par exemple. Regardez. Dans mon objet matière, à aucun moment j'ai la propriété .length, la propriété length, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que je ne peux pas le traiter comme un tableau, puisque de toute façon, c'est pas un tableau. Mais du coup, comment est-ce que je peux pas faire un for, machin, i, de trucs? Comment tu ferais pour savoir déjà le nombre d'éléments qu'il y a dedans? Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour parcourir, là, cet objet matière? Pour parcourir ses propriétés. Les propriétés de l'objet matière, c'est quoi? Électronique, espagnol, français, histoire géo, maths, philosophie. Qui nous sert aussi de référence pour les matières. Mais ce sont en fait les propriétés auxquelles sont associées la valeur qui correspond à sa moyenne au premier trimestre. Comment je parcours cet objet matière? Donc vous avez 1 heure. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? On va regarder dans la doc. Très bonne remarque. Alors, en fait, il n'existe pas une seule manière de parcourir des éléments, n'est-ce pas? Vous avez plusieurs types de boucles. Moi, je vous en ai montré certaines, mais je ne vous ai pas montré tout. Parce que si je vous montre tout, c'est pas marrant. D'accord? Il y en a certaines que je ne vous ai pas montrées pour vous laisser le plaisir d'aller découvrir vous-même, lors de vos recherches, quelles étaient les autres façons que vous pouviez avoir pour parcourir un élément.
Et par exemple, ce n'est pas la seule, mais vous avez la boucle for in. Vous avez aussi for off. La boucle for in s'utilise de la façon suivante. Regardez, for, avec un seul O, let. Alors, on est d'accord que c'est un tableau de matière. Donc, chaque fois que je vais parcourir mon tableau, il va me donner une matière. Donc, du coup, si j'écris matière ici, ça choque personne. For matière in étudiant point matière, c'est comme si je lui dis pour chaque matière dans le tableau de matière. C'est-à-dire qu'il va parcourir le tableau étudiant point matière et me donner à chaque fois la propriété matière qui correspond. Pour comprendre, il suffit de faire un console.log de matière. Et si j'actualise, ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Mais non, pourquoi tu veux mettre un S à matière? Je l'ai créé matière. C'est moi qui lui ai donné le nom. Donc regardez, je parcours les matières de chaque étudiant un par un. Si vous voulez vérifier que je dis pas n'importe quoi, il suffit d'afficher l'étudiant juste avant. Regardez, hop. Et puis juste à la fin, on met un petit séparateur. N'hésitez pas à mettre des consoles.log pour vous aider dans votre logique pour comprendre ce que vous faites. N'est-ce pas? Regardez. Si j'actualise, voilà. Voilà, regardez. Pour l'étudiant Sylvain, voici ses matières. L'étudiant Louis, c'est matière. L'étudiant Nicolas, c'est matière. Je vais vous laisser les consoles.log. Comme ça, vous verrez. Vous avez vu? J'affiche l'étudiant, puis cette boucle-là va parcourir les matières de mon étudiant, D'accord? C'est comme si j'avais écrit premier trimestre de i.matière. D'accord? Je rappelle que notre tableau, c'est ça. Donc, étudiant, c'est mon objet ici. Point matière au pluriel, qui correspond ici à mon étudiant point matière. Que je récupère pour chaque itération de cette boucle for dans une variable temporaire qui s'appelle matière au singulier. Parce qu'il parcourt les matières, mais à chaque tour de boucle, il me donne une seule matière. D'accord? Et pour chacune de ces matières, je les affiche dans la console. Bon, sauf qu'ici, je ne veux pas l'afficher dans la console, je veux l'afficher sur la page. Donc, je vais faire un document.write de quoi? De matière. Et si je regarde maintenant et que j'actualise, ah, on va mettre le LI peut-être. On va mettre le LI et ce sera peut-être plus joli. Mais vous avez vu déjà, ça fonctionne. Alors, on va mettre le LI. Tiens, on va le mettre comme ça. Hop. On aurait pu faire une concaténation, hein. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça fait comme si c'est une balise. Pouf! J'ai bien pour chaque personne. D'accord? Si vous voulez faire un petit espace, vous pouvez rajouter un BR à la fin du LI des étudiants. Comme ça, ça vous rajoute un petit saut de ligne un petit peu plus agréable. Hop. C'est OK? Vous avez vu? Bon. Mais c'est pas terminé. Comment vous affichez maintenant la valeur? Ça faisait un peu diabolique, hein, ce rire, non? Comment est-ce que tu rajoutes un peu de grave et... Tiens, t'en fais le même. Alors, comment est-ce qu'on on affiche maintenant la note, la moyenne de l'étudiant à cette matière? Alors, question pour un joker. Sauf bien sûr pour mes bras droits qui, eux, n'en ont pas besoin.
Ricky, il a déjà la réponse là. T'as fait autrement. T'as utilisé object. Mais je préfère faire un tout petit peu plus simple. Mais c'est très bien cette manière, c'est comme ça qu'il a fait aussi. Là, il y a tout le monde qui se demande de quoi il parle. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait après. Ils ont utilisé une autre méthodologie qui permet de travailler avec des objets en JavaScript. Bien. Alors, comment est-ce qu'on afficherait la note de notre étudiant à cette moyenne? Allez, je vous donne un petit indice, je vous aide. Je vais faire une concaténation avec un 2 points plus, et là, il y a quelque chose qui doit aller. Waouh. Ça, c'est de l'indice. Hein. C'est la note. Alors, comment est-ce qu'on affiche sa note? On essaye? On souhaite afficher quoi? La valeur de la note ou la moyenne d'un étudiant à une matière, n'est-ce pas? Ok. Ok, je reprends pour vous. On souhaite afficher la note d'un étudiant à une matière, n'est-ce pas? Bon, je vous donne la réponse. Vous donnez votre langue au chat. Vous n'avez pas de suite de proposition. Non. variable, c'est ça que c'est. Tu veux essayer quelque chose? C'est Rappelle-moi ton prénom. Waïd, c'est ça? Non, ça c'est Waïd. Et toi c'est? Sylvain. C'est marrant, j'aurais inversé. Sylvain, dis-moi. T'as quelque chose qui te trotte à l'esprit que tu veux essayer? Bah, on peut essayer, qu'est-ce que t'en sais si c'est faux? Tu peux pas savoir si c'est faux avant de l'essayer. Ça se trouve, c'était la bonne réponse, tu vois? Non, je pense pas non plus. Bah, tu veux pas essayer, alors du coup je te charrie. Bon, allez. On part de notre étudiant parce qu'on veut afficher dans notre tableau de matière la note de l'étudiant à une matière. Tout simplement. Je veux afficher la valeur de la matière dans le tableau de matière de mon étudiant. Regardez. Si j'actualise, non, matière avec un S, c'est un tableau. Et donc je vais aller afficher la propriété de mon tableau. Je lui demande de m'afficher, quand par exemple matière vaut français, je lui demande de m'afficher la note qui se trouve à l'indice français dans mon tableau de matière. Si c'est maths par exemple, quand matière égale maths, c'est comme si je lui demande d'aller me chercher ce qui se situe à la position maths de mon tableau de matière pour l'étudiant en cours. Comprendendo? Donc chaque fois que vous parcourez matière, la boucle parcourt automatiquement l'objet, français, maths, histoire, SES, sport, etc. Et pour chaque matière, va afficher la note de l'étudiant qui correspond à la matière de l'étudiant. Bon, c'était une petite subtilité. Ouf, il faut une pause là? Je t'écoute.
Mais regarde. Mais ouais, c'est pas des projets. C'est Pardon, c'est vrai. Pourquoi j'ai dit que c'est un tableau? C'est un objet, pardon. Mais quand je vous ai montré, comme je vous ai montré vous vous rappelez la première fois qu'on a vu les objets, je vous ai expliqué que vous pouvez afficher les données de deux façons. Regardez. C'était notre cours sur les tableaux, il me semble. Donc ça peut être le 02. Et on avait récupéré des données et je vous avais montré qu'on pouvait récupérer de deux façons. Soit comme ça, soit comme ça. Ouais, voilà. L'une ou l'autre. D'accord? Donc moi en l'occurrence ici j'utilise cette méthode. Oui, parce qu'on va afficher. D'accord? Parce que j'ai besoin qu'il me donne ce qu'il y a dans la variable matière. D'accord? Je ne peux pas mettre le point parce qu'en fait matière c'est une variable qui change systématiquement. Donc là, comme je lui passe la variable, il va automatiquement aller chercher ce qu'il y a dedans. D'accord? Quand c'est français, paf, il me récupère ce qu'il y a à la propriété ou à l'indice français, maths, histoire, géo, etc. Ok? Donc c'est cette méthodologie-là qu'on avait vu que j'utilise. Mais c'est pas un tableau, pardon. Je sais pas pourquoi je dis que c'est un tableau. C'est un objet. Mais j'utilise cette méthodologie pour aller récupérer ce qu'il y a à la matière. Merci. Des questions? Allez-y, allez-y, hein. Il n'y a pas de souci. On prend le temps pour expliquer ça. C'était là la difficulté, enfin, c'était l'une des difficultés. Non, mais c'est la valeur. En gros, Facile, c'est ici. Ici, je lui dis qu'un étudiant, c'est l'objet I, ou l'objet qui se situe à la position I de mon tableau premier trimestre. Autrement dit, lorsque I égale 0, la première fois, la variable étudiant est égale à l'étudiant qui se situe à la position 0 du tableau premier trimestre. La boucle fait son tour. Quand elle revient, I égale 1, par effet d'incrémentation. Quand I égale 1, la variable étudiant est écrasée et prend maintenant la valeur de l'étudiant qui se situe à la position 1 du tableau premier trimestre. La même chose pour 2, puis 3, puis 4, puis 5. Quand tous mes étudiants ont été parcourus, c'est fini. Tu vois? J'aurais été pas obligé de faire ça. Hein. J'aurais pu faire ici premier trimestre de i.prénom, premier trimestre de i.nom, premier trimestre de i.matière. Tu vois? C'est juste que c'est plus facile de se dire tiens, étudiant.prénom, étudiant.nom. ouais, ouais. Donc n'hésitez pas à. Moi j'aime bien toujours créer une variable intermédiaire pour simplifier la logique dans les exercices. C'est un peu plus clair? Oui. Pour le étudiant en matière, il y a une différence si on a un point ou des prochains? On peut tester? Ouais, bah, on teste et je t'explique. Parce que l'objet C'est ça. Regarde, il me dit undefined. Parce qu'en fait, quand je lui mets point matière, lui, il pense qu'il y a une propriété qui s'appelle matière dans le tableau. Tu vois, il ne se dit pas, tiens, c'est la variable que je vais chercher. C'est pour ça qu'en passant par mon crochet, je lui dis, voilà, ouais, tu vas aller chercher ce qui se situe dans la variable matière. Et quand la variable matière vaut français, il va chercher la propriété français. Quand la variable matière vaut histoire géo, ça va chercher la note histoire géo. Quand la variable vaut sport, ça va chercher sport dans le tableau de matière. C'est pour ça que je ne peux pas passer par le point ici. Parce que c'est pas une propriété. C'est une variable qui va contenir la propriété. T'as vu, c'est vraiment subtil, hein. C'est vraiment des petites subtilités comme ça. eux, ils ont fait comment? Oh, chaque chose en son temps. On a encore des choses à faire avant que je vous explique comment ils ont fait. Tu es pressé aujourd'hui.
Tu connais ce proverbe créole hein, qui dit vous ne pressez pas café, je vous vais. Vous connaissez pas cette expression? Ben, les gens pressés ne font pas le soleil se lever plus vite. En gros, hein. Sérieux, ça se trouve, je l'ai très mal traduit. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est traduit littéralement. Ouais, voilà. Je te remercie. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde avant qu'on continue? Ah, c'était difficile ou pas? Un petit peu? Non. Ouais, voilà. Là, il n'y a pas de calcul encore. Mais on avait vu ces deux méthodes. Donc, vous pouviez tester l'une ou l'autre. Mais en tout cas, ouais, c'est un point de blocage. C'est un point sur lequel vous pouviez rester bloqué un petit moment. Tu peux facilement y passer 2-3 heures hein, quand tu connais pas. C'est une valeur qui est définie dans la tête. Bien. Si c'est OK pour tout le monde, comment est-ce qu'on peut maintenant calculer la moyenne générale? Si on regarde, j'ai maintenant la note de chaque étudiant pour toutes les matières. Vous avez vu, il les parcourt, quel que soit le nombre. Ici, on en a 6, ici, on en a 5. Il n'y a aucun problème, même si les noms ne sont pas différents, j'ai pas de souci. Mais le problème, c'est que j'ai besoin d'afficher sa moyenne générale maintenant. Alors, question 1, 2 francs Picsou. Comment on calcule une moyenne générale? Qu'est-ce qu'il nous faut comme variable? Alors, le nombre de matières, premièrement, est la somme des notes. Ok, super. Donc, on peut dire qu'on va avoir besoin de deux variables. Nombre de matières et somme des notes pour pouvoir calculer la moyenne de notre étudiant. Alors, ma question est la suivante. Du coup, le joker, je me le garde, hein, puisque personne n'a trouvé. Alors, où est-ce que je déclare la variable nombre de matières et somme des notes? Nombre de matières dans quelle boucle? Tu l'aurais déclaré ici. Donc, tu aurais fait un truc du style let. Ah, tu l'aurais déclaré au-dessus. Alors, au-dessus, c'est où? À la suite Très bien. Pourquoi tu l'aurais déclaré ici? Parce qu'en fait, c'est à partir du moment où je rentre. En fait, oui, voilà, pour la réinitialiser après que la boucle elle soit terminée. Pour l'étudiant d'après, ça sera à 0. Exactement. Tu as une très bonne logique. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, je mets des noms de variables, d'accord, qui sont cohérents et faciles à comprendre. Nombre de matières. Matière, ça prend S, non? Somme des notes. Ok, pourquoi est-ce que je déclare... L'endroit où vous déclarez votre variable a son importance. Pourquoi? Parce que lorsque je le déclare ici, je me situe dans la boucle qui parcourt mes étudiants. Ce qui veut dire que chaque fois que je vais parcourir un étudiant, je réinitialise à 0 son nombre de matières et sa somme des notes. Si je ne le fais pas ou si je le fais en dehors de la boucle for, le compteur ne sera pas réinitialisé à 0. Et donc, à chaque fois, ça va venir fausser mon résultat parce que ça va continuer incrémenter pour les 5 étudiants. Ou plus, bien sûr. Ça veut dire que manuellement, il faudrait qu'à un endroit plus tard, à la fin, je réinitialise encore à 0, ce qui me fait doublon. Alors que si je le place directement ici, chaque fois que la boucle arrive sur un nouvel étudiant, mon nombre de matières et ma somme des notes sont remis à 0. Vous avez compris? Donc, le placement ici est important. Je vais faire mon incrémentation ici, mais à la fin, le nombre de matières et la somme des notes sera réinitialisé pour les étudiants suivants. Bien. Maintenant, je veux compter
le nombre de matières. Comment est-ce que je m'y prends? Robin. Comment est-ce que je peux m'y prendre? J'ai déclaré nombre de matières. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut incrémenter le nombre de matières à chaque tour de boucle dans le for in. Exactement. Donc, dans ma boucle qui parcourt en fait les matières de mon étudiant, donc la boucle for in, je vais incrémenter mon nombre de matières. Et donc, je vais faire un Nombre de matières nombre de matières plus. Exactement. Bravo. Tu viens de gagner ton poids en Coca-Cola. Nombre de matières plus. Ah, faut avoir le nombre de... Donc, quand la boucle va faire un premier tour, ça fera 1, puis 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a plus de matière, nombre de matières égale 6. Et pour la somme des notes, je fais ça comment, Souni? J'ai dit, tu vois, paf, ça tombe sur toi. Alors, pour la somme des notes, comment est-ce qu'on fait pour calculer la somme des notes de notre étudiant? Ah bah oui, tu dois répondre. Oui. Hein? Toudoudou, toudoudou. Votre correspondant est momentanément indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Tout. Nous lui signalons votre appel par un signal sonore. Merci. J'aurais dû mettre ma voix sur les trucs de téléphone. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Qui veut aider notre ami Souni? Il faudrait attribuer une valeur à somme des notes. Alors oui, il va falloir attribuer une valeur à somme des notes, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'entendre comme phrase. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la phrase? Oui, Robin. On doit additionner, mais plus précisément, on doit cumuler, d'accord, la somme des notes. C'est-à-dire que je vais venir ajouter à ce qu'il y a déjà la note qu'il a obtenue à la matière, et ainsi de suite. D'accord? Pour chaque matière qu'il a, je vais venir l'additionner avec le résultat qu'il y a déjà dans somme des notes. Comment je fais ça? Alors, vas-y. Somme des notes est égale. Somme des notes est égale à Somme des notes. somme des notes, très bien, plus, Étudiant point matière avec un note. c'est ça, étudiant point matière, voilà, enfin je vais faire un copier-coller, hein. Exactement, c'est tout à fait ça. Maintenant, comment est-ce que je peux simplifier cette ligne? Plus égal, exactement. C'est ce qu'on avait vu. On peut directement ici faire un somme des notes plus égal étudiant.matière. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va venir à chaque fois qu'il va faire un tour de boucle. Si ici il a eu 10 à la première note, somme des notes, donc 0,10 ça fait 10. Si ensuite il a eu 5, ça va faire 15. Si il a eu encore 5, ça va faire 20 et ainsi de suite. J'ai donné des chiffres où je peux additionner facilement dans ma tête. Je suis pas très fort en calcul mental. Vous avez compris? Plus égal. Et là vous vous dites, ah, ben, ça sert vraiment en fait ces histoires de plus égal, moins égal. Vous voyez? Charlotte, elle est restée coincée au Pays Basque. Elle s'est dit, tiens, je vais rester profiter de la pluie là-bas. Is it good? Félicitations, Robin, tu as un joker. Ton premier joker, je crois qu'il est le seul à l'avoir, non? Ouais, je crois que tu es le premier à avoir. Félicitations. Ouais, vous êtes deux. C'est bien. C'est mérité parce que vraiment tu as bien réussi l'exercice. Donc tu peux maintenant commencer à monnayer ton joker. Et ça te sera utile pour l'évaluation. Si tu es coincé à l'évaluation, tu pourras m'appeler. Ok.
On continue. Non, c'est différent. Donc, il y a right Donc, pour pouvoir afficher ensuite ça, alors je vais juste vous noter ici fin de la boucle matière, d'accord, pour pas que vous vous embréliez ou mélangez vos pinceaux. Quand vous avez pas mal de trucs qui finissent comme ça, n'hésitez pas à dire de quoi il s'agit. En tout cas, quand vous commencez, comme ça, au moins, vous ne vous perdez pas. D'accord? Alors, et ici, je vais faire un autre LI. Sauf que du coup, je vais afficher un... On va mettre, tiens, on va faire un strong. Grrr. C'était le cri du tigre. Il est un peu enroué. On va mettre moyenne générale. Il est aussi dyslexique. Ok. Plus. Alors, je vais mettre à la ligne pour plus de lisibilité. Alors, là, on s'amuse. Et on va faire la somme des notes, donc, divisé par le nombre de matières. Tout le monde voit bien? Donc, je vais faire la somme des notes divisé par le nombre de matières. Et ça pour chaque étudiant. C'est cool, hein? Allons tester. J'ai découvert un nouveau jeu ce week-end. Mais vous le connaissez déjà tous. C'est Risk. J'y avais jamais joué. Ouais, c'est génial. Et j'ai découvert que en plus il est sur Chromecast. Donc du coup tu peux y jouer. C'est sympa. Du coup j'ai besoin d'inviter un pote à la maison pour tester avec lui sur le vidéoprojecteur. Regardez, vous avez vu? On a la moyenne qui est calculée automatiquement. Alors, là, on n'a pas de résultat .33333333333, mais quand même, on anticipe. Et sur cette note, sur cette moyenne, on va faire la fonction toFixed qui permet de faire un arrondi à, par exemple, ici 2 décimales. D'accord? Qui fait que du coup, s'il y a plus, à un moment donné, ça va arrondir pour moi à 2 décimales. D'accord? Ce qui est le cas. Et voilà. Je voudrais pas dire, mais tout le monde a sa moyenne quand même là. Hein. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'on a 5 en latin, 6 en histoire géo, en espagnol, ou 7 en philo. Vous étiez en tout cas plutôt moyen. Vous savez combien j'ai eu au bac de français? Je sais pas si ça se fait, je vais couper l'enregistrement pour le dire. Vous ne saurez pas sur la vidéo combien j'ai eu. Alors, vous avez vu, on a bien les moyennes générales avec notre arrondi à 2 chiffres. Du coup, ben voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ben, eux, comme ils ont fait. Ah oui, comment ils ont fait? Alors, une autre stratégie était d'utiliser des méthodes qui sont mises à votre disposition. Oui. Pourquoi? tu regardes quelque chose si c'est pas? Peut-être pour quoi? La vitesse, l'optimisation? On va regarder. Ricky, tu as utilisé quelle méthode, s'il te plaît? Et toi, tu as utilisé aussi ça, mais tu l'as changé. C'était quoi l'autre? Entries. Alors, nos amis ont utilisé une autre méthode. La méthode Object Keys, qui est celle-là. Hop. Et en fait, quand tu as utilisé Object Keys, ce qui te manquait, c'est ce que moi je viens de faire avec le crochet. Et Object Entries, qui du coup procède différemment que Object Keys. Alors,
La première méthode, Object Keys, qui s'affiche sur votre écran dans les prochaines secondes, renvoie un tableau qui contient les noms des propriétés propres à un objet. Donc, en fait, regarde, l'ordre de ce tableau est le même que celui obtenu par une boucle for in, à la différence qu'une boucle for in liste également les propriétés héritées. Vous avez vu? Ça revient kiff kiff bourricot. Object Keys, d'accord, et tu l'utilises comme ça, Object Keys, et tu passes ton objet et lui te retourne un tableau avec les propriétés. Donc vous auriez pu directement faire ça. Et après vous faites votre boucle for classique par exemple. Mais ça donne pas les valeurs. Ah ben non, là il y a encore un travail à faire bien sûr. Comment tu as récupéré les valeurs après? Il a utilisé Object Values. Alors attends. Qui te récupère la valeur pour la propriété. D'accord? Elle doit être quelque part par là. Au-dessous, ouais. Object Values. Je vous la montre quand même. D'accord? Et mon camarade bras droit à droite, lui, a utilisé Object Entries, qui renvoie à un tableau avec les propriétés énumérables sous forme de paire, clé-valeur. Donc la différence, c'est qu'il a déjà la clé et la valeur qui correspondent, là où le keys, lui, renvoie que les clés. D'accord? Et values, ensuite, qui... Ah ouais, ça plantait encore. Oh, zut. Ok. Qui récupère les valeurs. D'accord? C'était une autre manière de faire, l'une ou l'autre, il n'y a aucun problème, ça fonctionnait très bien. Donc, c'était ce que vous pouviez faire. Je vous laisse prendre 15 minutes de pause, on va reprendre à 10-15 avec un nouveau chapitre. Merci à tous. Parti. On va passer sur notre nouveau chapitre qui va concerner le DOM. On va voir ce que c'est que le DOM, mais juste avant, on va compléter un petit peu notre code HTML avec un petit peu de code pour l'essai. On va faire un petit paragraphe. Vous pouvez le prendre avec moi. On va faire un paragraphe avec un ID bonjour. Et à l'intérieur, on va mettre juste bonjour. On va faire un P avec une classe contenu, avec à l'intérieur un span. Et on va faire ça genre x2. Non, c'est tout ça qui est x2. Et dans le premier, on va mettre... vous mettez ce que vous voulez, hein, je suis Casper. Et toi. Allez, hop. On va créer ensuite le fichier 12.js. Allez, juste 2 paragraphes. C'est bon. Hop. Alors, on va mettre le titre de notre chapitre, le DOM, et on va faire une petite explication. Alors,
Je vais faire une petite maison. Le DOM. Mais bien sûr, si vous n'avez pas ce niveau-là, faites un petit truc plus simple. Vous mettez juste un petit commentaire, le DOM. Hein. Alors, et nous notons ensemble que le DOM est une interface de développement en JavaScript pour HTML. Point. Grâce au DOM, je vais être en mesure d'accéder ou encore modifier mon HTML. J'ai perdu mon ordinateur. Je vais être en mesure d'accéder ou modifier mon HTML. Oui, j'ai perdu l'ordinateur, mais on continue. Modifier mon HTML à la ligne. L'objet document. L'objet document, c'est... Oui. Quoi? Ah oui, d'accord. Grâce au DOM, virgule, je vais être en mesure d'accéder, modifier mon HTML. On y arrive, ça y est, on y est presque. Donc l'objet document, c'est le point d'entrée vers mon contenu HTML. Est-ce que vous vous rappelez quand on a fait le document.write? Vous avez vu que dans document.write, on passe par l'objet document, n'est-ce pas? Et l'objet document, c'est le point d'entrée vers mon contenu HTML. Quand vous faites document.write, ça écrit dans votre page HTML. Qu'est-ce qu'on a encore utilisé d'autre avec document? Pour faire la redirection. On avait fait document.hreflocation. On est aussi passé par l'objet document. D'accord? Donc l'objet document, c'est le point d'entrée vers votre contenu HTML. Et chaque fois que vous chargez une page avec votre navigateur, vous avez cet objet document qui est chargé avec. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser et que vous vous posez et qui vous brûle les lèvres, mais comment puis-je faire pour récupérer les différentes informations de ma page HTML? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est le document.getElementById. C'est une fonction qui va vous permettre de récupérer un élément HTML à partir de son identifiant unique, son ID. Je vous laisse prendre ça et on voit un exemple. On passe toujours par notre objet document. Document, point, et une fonction derrière. La première, c'est getElementById. Notez bien le T, d'accord? getElementById. Donc, il récupère un et un seul élément par rapport à son ID. Dans notre code HTML, tout à l'heure, on a écrit un bonjour
un paragraphe ID bonjour. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut le récupérer. Si je crée une variable que j'appelle bonjour, hein, j'aurais pu l'appeler Toto, peu importe le nom, et que je fais un document.getElement, regardez, by ID. Dans mon code HTML, j'avais un ID bonjour. Je remets bonjour. Et si je fais mon console.log de bonjour, j'interromps juste votre saisie pour vous montrer. Hop, je vais sur mon chapitre 12. Regardez, dans la console, vous allez voir apparaître le paragraphe qui porte l'ID bonjour. Regardez, hop, et si je passe mon curseur dessus, il est bien identifié dans mon code, dans ma page à gauche. Vous avez vu? Donc, j'ai bien sélectionné mon paragraphe bonjour par rapport à son ID. Alright? Allez, je vous laisse tester ça. Ensuite, vous avez le getElements by class name. Alors, notez cette fois-ci que là, il y a un petit S. Vous avez le getElements by class name. Parce que, en fait, cette fonction va vous permettre de récupérer un ou plusieurs éléments par rapport à leur classe. Et vous savez que dans votre HTML, vous pouvez avoir plusieurs éléments qui ont la même classe. Ce qui veut dire que ça va non pas vous retourner un élément, mais un tableau d'éléments. Vous me suivez? Vous allez avoir un tableau qui va contenir tous les éléments qui correspondent à cette classe. Et on va le noter, petite précision importante. Même si vous n'avez qu'un seul élément, retenez bien ça. Hein. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Même si vous n'avez qu'un seul élément, ça vous renvoie quand même un tableau. Donc, si vous faites un getElements by class name sur une classe et qu'il y en a une seule dans votre code, vous devrez passer par l'indice 0 pour le récupérer. Vous n'avez pas le choix parce que ça vous renvoie toujours un tableau. Si on prend un exemple, var contenu est égal à document, notre point d'entrée, getElements by class name, la classe était contenu. Si je fais mon console.log, waouh, console.log de contenu, donnez-moi quelques secondes, je vous laisse prendre, et que j'actualise, pardon, regardez, j'ai bien un tableau qui contient une collection d'éléments HTML. Dedans, à la position 0, mon premier, et à la position 1, mon deuxième. Mais si je n'en avais qu'un, il aurait été ici à la position 0. Vous voyez? Pas difficile. GetElement by ID pour récupérer un élément par rapport à son ID. Elements au pluriel by class name pour récupérer tous les éléments qui correspondent à une classe. Et on va même rajouter que ça me renvoie un tableau JavaScript avec mes éléments HTML. C'est ce qu'on appelle une collection HTML. On va mettre un petit panneau danger. Alors le getElements by tag name, toujours au pluriel, va vous permettre de faire la même chose que le getElements by class name, sauf qu'au lieu de les récupérer par rapport à leur classe, on les récupère par rapport à leur tag. Par exemple, on avait créé des balises span dans nos paragraphes. Ça nous donnerait quelque chose comme var span égale à document.getElements by tag name span. Et si tu fais ton console.log de span, tu verras que il a ciblé directement les balises span. Donc, là, je vous ai montré comment vous pouvez récupérer, cibler des éléments par rapport à leur ID, par rapport à leur classe ou par rapport à leur nom de balise. D'accord? Les trois principaux. On va voir ensuite comment, en se basant sur ces trois sélecteurs, on peut aller modifier
le contenu de notre page HTML via JavaScript. Alors, pour ce chapitre sur la manipulation des contenus, on va voir comment est-ce qu'on peut accéder, modifier des éléments qui se trouvent dans notre page HTML via JavaScript, mais aussi pourquoi pas en ajouter. D'abord, est-ce que vous souhaitez que je vous montre quelque chose de sympa? Quelque chose de cool qui va révolutionner votre cerveau? Attention, vous pourriez péter le faux plafond. Vous êtes prêts? Je vous montre alors. Tant pis pour vous si votre cerveau chauffe après. Hein. C'est vous qui vouliez, hein, on est d'accord? Bon. Vous vous rappelez que ma fonction... comment ça s'appelle? Ma fonction d'alias de console.log, les flemmards. J'avais fait fonction L, E, et j'avais fait un console.log de E. Ce qui m'évite de taper console.log, d'accord? Je tape L et le paramètre qui est ici est répercuté dans le console.log. À votre avis, est-ce qu'il y a moyen d'écrire cette fonction de façon plus courte encore? En fait, avec la nouvelle version de JavaScript, ECMA 6, a été introduit ce qu'on appelle les fonctions fléchées. Et les fonctions fléchées, alors préparez-vous, ça va être violent. Au lieu d'écrire ça, ici, je peux carrément écrire ça. L égale E console.log de E. Voilà. C'est la même chose. C'est magnifique, hein? Ça veut dire quoi Ça veut dire la même chose. Ça que tu écris ça, c'est la même chose que ça. Mais en beaucoup plus simple. Alors je vous explique. En fait, quand on part de ça, le mot-clé function devient optionnel. D'accord? Vous n'avez plus besoin de le mettre. Mais si vous ne mettez pas le mot-clé function, à ce moment-là, vous devez rajouter ici un égal chevron. Ah, ça veut dire que c'est ça qui veut dire que c'est fléché. D'accord? Ce qu'on appelle une fonction fléchée. Ok. D'accord? Parce que vous avez cette petite flèche. Mais ensuite, quand vous avez un paramètre, un paramètre comme ça, vous ne pouvez pas mettre comme ça. Il faudra plutôt faire un L égale. D'accord? On met pas, comme on retire le mot-clé function, donc là, on fait L égale. C'est comme si vous avez fait var L, par exemple, égale. Pas la peine de mettre le mot-clé var. Mais quand il n'y a qu'un seul paramètre, on n'a pas besoin de mettre les parenthèses. Quand on a plusieurs, on les met. S'il y avait plusieurs paramètres, vous auriez mis les parenthèses. Et quand il n'y a qu'une seule instruction, vous n'avez pas besoin de mettre les accolades. Du coup, ça nous simplifie la vie comme ça. D'accord? Mais c'est exactement la même chose. Je vous mets le lien vers la documentation d'ECMA 6. Ok? Comme ça, quand vous aurez un moment, vous irez regarder. Et vous allez voir, hein, ça fonctionne. Hein. Je vais vous le prouver. Regardez. Suivez avec moi. Si je souhaite récupérer mon lien Google, comment je vais faire? Comment je peux faire pour cibler mon lien Google? Par exemple, var Google égale document.getElementById et je peux mettre Google. On est d'accord? Si je fais console.log de Google, notez, vous avez vu, ici j'ai bien mis le L. On va voir si ça fonctionne. Hop, regardez. Ça a bien fonctionné. D'accord? Vous regarderez, c'est les fonctions fléchées.
Vous verrez ça tranquillement. J'en mettrai quelques-unes pour vous au fur et à mesure. Par contre, sachez que les fonctions fléchées ne sont pas prises en compte par tous les navigateurs. Surtout Edge. Ce qui veut dire que si vous les utilisez, vous risquez d'être embêté parce que votre programme pourrait ne pas fonctionner sur certains navigateurs pour vos internautes. Donc du coup, bien sûr, ne le mettez pas juste comme ça. Il y a des stratégies, mais je vous expliquerai ça après. Alors, je vous laisse prendre ça. Récupérer le lien Google, tout ça. Je vous laisse prendre ça déjà. Après, on va voir comment accéder aux informations du lien. Donc maintenant, je souhaite accéder aux informations de ce lien. Alors, en fait, je veux récupérer plusieurs valeurs. Alors, petit a, je vais faire petit a, petit b, petit c et petit d. Je veux récupérer le lien vers lequel pointe la balise. En petit b, je veux récupérer l'ID de la balise. En petit c, la classe de la balise. Et en petit d, le texte de la balise. Allez, je vous laisse noter ça et on voit ça tout de suite. Tu as des goûts lugubres. Bien. Alors, ma question est la suivante. Comment est-ce que je peux faire, donc je vais faire un console.log, comment est-ce que je peux faire pour afficher le lien vers lequel pointe ma balise? Je rappelle que ici, j'ai récupéré mon lien Google avec la variable Google. Donc, je vais mettre Google.quelque chose. Je veux récupérer le lien vers lequel pointe ma balise. Je vais faire quoi? .href, exactement. Exactement, regardez. Si j'actualise ma page, j'ai bien accès au lien. Vous avez vu? J'ai bien accès au lien. Je vous laisse tester. Alors, pour accéder à l'ID de la balise, on va faire Google.id. Et bien sûr, pour la classe, on fera un Google. Quoi? Ah bah non. Ah bah non. Ça sera pas .class, ça sera class name. D'accord? Et si vous voulez récupérer le texte qu'il y a dans ma balise, je vais utiliser Google.textContent. D'accord? Vous avez vu qu'à partir du moment où vous avez sélectionné votre élément via le document getElementById par exemple, dessus, vous avez accès à ces différentes propriétés. Je vous ai donné quelques petits exemples, mais bien sûr, vous avez accès à toutes les autres propriétés. href, id, classe et même le texte. Regardez, si je fais un petit tour et que je rafraîchis, vous allez voir, toutes les propriétés sont dans ma console. Regardez, accéder à Google, Google Class, Google et le lien. Donc là, via JavaScript, je peux me balader et récupérer des valeurs. Oui. On va voir ça tout à l'heure. C'est volontairement que je ne te réponds pas tout de suite, pour laisser la surprise à tout le monde. Mais la réponse est dans ta question. Je vous laisse prendre ça. Et ensuite, on va voir comment modifier. C'est bon, vous avez pris? Je peux descendre à quel niveau? Ok, donc si je suis là, c'est bon. Alors, maintenant, vous pouvez noter. Je souhaite modifier le contenu de mon lien.
comment je vais faire ça? Je veux modifier son contenu. Au lieu que ce soit écrit accéder à Google, je veux le changer et je veux mettre mon lien vers Google. Là, sur ma page, on est d'accord, c'est écrit accéder à Google. Mais via JavaScript, je veux modifier ce texte accéder à Google qui est là. Et je veux le transformer en mon lien vers Google, par exemple. On a vu que pour le récupérer, on fait un google.textcontent. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est comment le modifier. À votre avis, Sylvain, tu n'étais pas en train de parler? Il est en Tu t'apprêtais à dire quelque chose. Ouais, une connerie encore. Mais c'est pas grave, vas-y. Je sais pas, modify test content. Non. Louis II. Ricky. Text content. Non. Exactement, félicitations. Rappelle-moi ton prénom. Nicolas. Ah oui, Nicolas. Félicitations, Nicolas. Et oui, regardez, je vais simplement faire une affectation comme si c'était une variable. Égale, et là, je peux lui mettre ce que je veux. Par exemple, vous allez prendre, regardez avec moi, mon lien vers Google. Et si maintenant j'actualise, dès que mon script se charge, pouf, c'est modifié. Vous avez vu? Là, je viens de modifier mon code HTML de base par JavaScript. Oui, c'est ça? Non, c'est parce que mon ordinateur est un peu loin avec l'enregistrement. Mais généralement, c'est assez rapide. Sinon, tu peux toujours déplacer ton script dans l'entête, mais bon. T'as vu, j'ai détecté ta question. Hein. T'as vu, c'est rapide. Hein. Tu vois, là, tu peux dire Hugo Limble. Ok, allez, je vous laisse tester ça. Ce sera peut-être plus rapide sur votre machine. Et ensuite, je veux vous montrer un tout petit chapitre. Après quoi, un tout petit exercice. Comment ajouter un élément dans ma page. Alors, pour ajouter un élément dans ma page, on va passer par deux étapes. Alors, petit 1, la fonction document.createElement. Donc, vous voyez, on passe toujours par document, qui va nous permettre de générer un nouvel élément dans le DOM. Cet élément que je pourrais modifier par la suite avec les méthodes que nous venons de voir. Et puis, post-scriptum, ce nouvel élément est placé en mémoire. Regardez avec moi, je vous laisse prendre après, d'accord? Mais suivez d'abord avec moi, vous aurez le temps de prendre. La première chose que je vais faire, c'est la définition de l'élément. Définition de l'élément. Regardez bien parce que vous aurez un exercice qui va regrouper ça. Donc, soyez sûr de bien comprendre et surtout interrompez-moi si vous n'avez pas compris. D'abord, ce que je veux faire là maintenant, c'est créer une nouvelle balise
d'accord, qui n'existe pas dans mon code HTML. Je veux la créer via JavaScript, lui donner un certain nombre de valeurs et l'injecter dans ma page. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler span. Et pour la créer, je vais faire donc document, toujours mon point d'entrée, create element. Et cette variable create element, vous avez vu, contient toutes les informations sur toutes les balises HTML. Vous pouvez créer n'importe quel type de balise, il n'y a pas de souci, il la connaît. Donc nous, on va créer une balise span. D'accord? Le nom de la variable, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Je l'ai appelé span, c'est pour faire plus simple. Ensuite, suivez avec moi, vous allez prendre après. Si je souhaite lui donner un ID, comment je fais ça? On l'a vu un petit peu plus haut. Span.id égale, par exemple, vous pouvez l'appeler mon span, si vous voulez. Très bien. Si je souhaite lui attribuer du contenu, span.textContent. Merci Nicolas. Par exemple, mon beau texte en JS. Et maintenant, comment ajouter l'élément dans la page? Par exemple, je peux faire un Google, vous vous rappelez du lien Google? .append child span. Qu'est-ce que je viens d'écrire? Ici, je viens d'ajouter l'élément span que j'ai créé à l'intérieur de mon lien Google. Regardez. Le append child, c'est que tu le places à l'intérieur d'un élément. Regardez, vous avez vu mon beau texte en JS. Regardez, si j'ouvre la valise A, le span est situé ici. Vous avez vu? Span, ID, mon span. Exactement ce qu'on a écrit, le texte aussi. Tout est là. Et on l'a bien placé à l'intérieur du lien Google. C'est moche, mais on s'en moque. C'est pour la démonstration. Vous avez vu? Ok. Je vous laisse prendre ça et je vous donne un exercice de mise en application. So, as a correction. Alors, voici comment moi j'aurais fait. D'abord, la création de la balise H1. var H1 par exemple est égal à document.create element et on veut créer une balise H1. Ensuite, la création de la balise lien. Var A égale document.create element A. Alors, ensuite, je veux mettre le titre de mon article. Ça va me donner a.text content est égal à, par exemple, titre de mon article. Ensuite, je donne un lien à mon lien. Donc ça fait un a.href. Alors moi j'ai juste mis un petit dièse, hein, une encre vide. Ok. Et ensuite, ici, je mets, j'ai pas dit Siri, oh là là, mon lien A dans mon H1. Comme ça me fait un titre avec un lien. Ce qui fait un h1.appendChild de A. C'est ce que vous aviez fait? Pas trop? À peu près? Je vous le mettrai sur ShareMyCode. Ensuite, je mets
mon H1 dans la page. C'était là la petite difficulté. Comment faire pour réussir à mettre le H1 dans la page? Parce que je vous ai montré comment le mettre dans un autre élément, mais pas dans la page. Qui a trouvé? Non. Exactement. Document. Oh là là. Eh, les gars, Nicolas, là, il est en passe de devenir bras droit. T'as pas dormi ce week-end? J'ai peut-être trouvé mon troisième bras droit. Mais alors, je sais pas si on peut avoir 3 bras droits. Ça fait un peu beaucoup. Hein? Je vais me transformer en Shiva. Je pense que je vais devoir licencier un bras droit. Document.body. Tu avais trouvé aussi, Demi? Non, tu l'as entendu. Document.body.appendChild. Et là, je lui passe mon H1. C'était la petite difficulté. C'était effectivement trouver le document.body. D'accord? Pour accéder au body, on passe par le document. Et puis en bonus, je veux que mon lien soit de couleur rouge. Et je veux, ça fait beaucoup d'exigences, hein, que mon lien ne soit pas souligné. Alors, A.style, d'accord? Ici, la propriété style me permet d'accéder à toutes mes propriétés CSS. Par exemple, pour modifier la couleur, c'est color. Et comme c'est comme une affectation, je mets par exemple red. Ou vous mettez une couleur hexadécimale ou décimale rouge. Et enfin, si je ne veux pas que ce soit souligné, A.style, pour souligner c'est quoi? Text decoration. Alors remarquez ici, il y a une petite différence. Les traits d'union sont remplacés par des majuscules. Regardez, text decoration. Au lieu de mettre un trait d'union, on le supprime et on met un D majuscule, ce qui nous donne un lower camel case. Est égal à known. Si je regarde ce que ça donne, j'ai bien ma balise H1, regardez, en rouge, comme il faut, ici, dans mon body. Notez que vous avez vu que les styles se mettent en inline directement dans le code HTML. Je vous mets ça sur Nico. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut revoir encore une fois par rapport Yes. au lien du... Ah, il n'y a pas de lien, même. Non, j'ai mis un jazz. Ouais. Mais tu mets le lien que tu veux, hein. Dans certains cas, oui. Pourquoi en fait? C'est quoi l'intérêt? Tu vas très vite le découvrir. Dans l'exercice de cet après-midi. Tu vas très vite le découvrir. Mais je ne te réponds pas pour ne pas te gâcher le plaisir de le découvrir. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et l'exercice en fait final de cet après-midi qui va vous prendre donc toute l'après-midi. Donc en fait je commence moi ma détente de demain dès cet après-midi. Est un exercice en fait qui va vous permettre de regrouper la totalité de ce qu'on a vu en JavaScript, mais en plusieurs étapes. C'est un exercice qui se fait en 4 étapes, 4 grandes grosses étapes, mais qui sont indépendantes les unes des autres. Ça vous permet de revoir les tableaux, les fonctions, les boucles, les conditions et ce qu'on est en train de faire maintenant. Ce qu'on a fait là, c'est pas des choses compliquées. Get element by ID, create element, d'accord? C'est pas des choses compliquées. Mais vous allez devoir mixer
tout ça pour... Allez, on continue. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous avez compris? Donc, vous avez vu, on peut créer les éléments, leur attribuer des propriétés, des couleurs, du texte, et les balancer dans notre code HTML. Ok, on passe à notre dernier chapitre, qui sera notre dernier chapitre JavaScript, après quoi on a terminé notre programme JavaScript. Il y a un dernier petit truc, mais je pourrais vous le montrer après. C'est notre chapitre sur les événements. Les événements en JavaScript. Donc on y va, c'est parti. Hop. Dernier chapitre. Chapitre 14. Les événements.html. Et tu t'en mêles. Alors, dans celui-là, on va juste mettre un petit paragraphe avec un ID et mon paragraphe. À l'intérieur, on mettra Hello World. Voilà. Ce sera 14.js et ce sera les événements en JavaScript. C'est génial. Et là, tu te demandes, tiens, est-ce qu'il n'est pas un petit peu schizophrène ou comment on appelle ça, les multipersonnalités, c'est ça? Bipolaire, voilà. Bipolaire. C'est dur, hein, ça, quand même. Allez, 14.js. On va se faire un beau chapitre sur les événements. Vous allez voir, c'est un chapitre qui nous fait pas mal, hein, qui est simple, efficace. Ah ouais, tiens. Oh là là. Non, non, mais vous allez voir, c'est plus méchant que ça en a l'air. Ça blesse pas. Ne vous fiez pas aux apparences. Écrivons ensemble. Les événements vont me permettre de déclencher une fonction, c'est-à-dire une série d'instructions suite à une action de mon utilisateur. Point. 3 points de suspension. En gros, un événement, c'est quoi? Le mec, il a cliqué quelque part. J'ai détecté qu'il a cliqué sur mon bouton. J'enclenche une instruction. Par exemple, une alerte. D'accord? Un événement. Du coup, mon objectif, c'est quoi? Objectif. Mon objectif, c'est être en mesure de capturer ces événements. T'as compris? L'intérêt de la manipulation du contenu. Afin d'exécuter une fonction. T'as vu, t'as des moments comme ça dans ta vie où d'un coup, paf, t'as un truc ça te tombe dessus la solution. Moi, des fois, je désespère, je trouve pas. Je fais autre chose, tu sais, un truc qui n'a rien à voir. Et genre, tu fais ta vaisselle. Et là, paf, tu te dis, ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Mais tu sais pas comment, mais la solution te tombe dessus. Et là, vraiment, littéralement, c'est le mot. C'est ta pensée qui a travaillé, ouais, c'est c'est exactement ça. Ta pensée a travaillé sans même que ton subconscient même, je dirais. C'est quand même fort, hein. Et c'est là que tu te dis, waouh, putain, c'est génial d'être développeur. Non, parce que ce qui est bien dans notre métier, c'est de pouvoir voir au final, tu vois, le travail que tu as fait, le rendu, ça fait plaisir, quoi. Allez, on continue. Donc, quels sont les différents types d'événements qui existent? Alors, on va avoir les événements en premier. Les événements mousse.
Les- Désolé, non, c'est la façon que je l'ai dit. Les événements mouse. Euh, donc, qui concernent la souris. Alors, je ne vais pas vous mettre tous les événements, il y en a plein. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil dans la doc. D'accord? Je vous donne juste quelques-uns, les principaux, qui vont vous être utiles et qu'on verra en plus ensemble. Ce sont les événements clic. Parmi les événements souris, vous avez l'événement clic. Alors, l'événement clic, c'est un événement, il s'appelle clic, d'accord? C'est son nom, c'est comme ça qu'il s'écrit. C'est un événement qui se produit au clic sur un élément. Vous avez aussi l'événement mouse enter, d'accord, qui se produit lorsque la souris passe au-dessus de la zone d'un élément. Pas de majuscule. Non, Moose Hunter. Ah, non. Vous avez aussi mouse leave. J'avais fait une blague, mais c'est tellement nul que je ne vais pas la faire. Vous avez aussi mouse leave. Alors, la souris sort de cette zone. D'accord? En utilisant Enter et Leave en combinaison, vous pouvez faire un over. Cachez votre enthousiasme. Ensuite, on a les événements. Hop. Keyboard. Qui sont les événements qui concernent le clavier. Alors, vous avez le key up. Ou ouais, key up. Ou une touche du clavier a été relâchée. Et enfin, key down. Une touche a été, ou est plutôt, enfoncée. Les événements window qui concernent donc la fenêtre, ouais, de votre navigateur. Alors, vous avez l'événement scroll qui, comme son nom l'indique, se produit au défilement de la fenêtre. Et l'événement resize qui se produit lors du redimensionnement de la fenêtre. Bon, c'était dur à écrire ça. Et puis le tout dernier, je vais m'arrêter là. C'est l'événement qui va concerner, et ça vous allez beaucoup travailler avec, alors il faut que vous le reteniez impérativement, c'est les événements formes qui vont concerner les formulaires. Vous avez plusieurs événements. Vous avez l'événement change qui se produit surtout pour les éléments input, select et text area. Oh, j'en ai peut-être oublié. Chaque fois qu'il y a un changement qui est détecté, ça enclenche un événement de change. Par exemple, je saisis mon prénom dans un champ input et je sors de ce champ input, ça déclenche un événement de change parce que sa valeur a été modifiée. D'accord? L'événement submit, très très important, qui se produit à l'envoi, c'est-à-dire la soumission du formulaire. Et enfin, le tout dernier, l'événement input, qui se produit pour capter la saisie
d'un utilisateur sur un champ input par exemple. Donc ça, ce sont les grands événements. Alors, il y en a d'autres. Mais déjà, si vous retenez cela, c'est cool. Oui, on veut l'appliquer à l'événement. Ben oui, clic si j'ai envie que ce soit clic. D'accord? Si je souhaite que mon paragraphe soit rouge, je définis déjà ma fonction. Mais ensuite, je dois l'appliquer donc sur l'événement clic. Mais cet événement clic-là va se produire sur quel élément? Sur mon élément P. Donc, je dois écouter l'événement clic sur mon paragraphe. Ou autrement dit, je dois écouter à quel moment va se produire un clic sur le paragraphe. Donc, je pars de mon paragraphe, à savoir P, et je vais ajouter un écouteur d'événements, add event listener, et l'événement que je vais écouter, c'est l'événement clic. Donc là, j'ajoute un écouteur d'événements clic sur mon paragraphe. C'est-à-dire que sur ce paragraphe, je veux détecter à quel moment un clic va se produire. Vous me suivez? Et lorsque ce clic va se produire, je vais exécuter quelle fonction? Changer la couleur en rouge. Notez bien que je ne mets pas les parenthèses d'exécution parce que ce n'est pas moi qui exécute la fonction, c'est JavaScript. Je lui donne juste la définition de la fonction. Et maintenant, si je vais sur mon code, on en a fait des chapitres, hein. Ça va vite, hein, mine de rien, quand tu regardes. Oh oui, ça va tellement vite. Mais c'est parce que c'est tellement intéressant aussi, Hugo. Oh, merci. Vous me flattez. Mais vous n'aurez pas de points en plus. Donc, là, maintenant, si je clique, ça doit passer en rouge. Vous êtes prêts? Préparez-vous. 2, faites attention. Prêt. Feu, si vous avez déjà testé sur votre ordinateur. Partez. Youhou! Et là, c'est l'extase. C'est la folie parmi les apprenants. Il y en a qui arrachent leur chemise, leur tricot. Vous avez vu? Oui. Reprends pour moi, j'ai pas compris ta question. Oui. Oui, parce que ici, je veux modifier la couleur de mon paragraphe, alors que ici, c'est l'écouteur d'événements que je place sur mon paragraphe. Oui, mais tu veux faire des choses trop compliquées pour l'instant. Mais tu pourrais faire ça, oui. Non, si tu l'enlèves, ça ne marchera pas. Tu peux faire ce que tu veux. Sinon, il faut que tu récupères ton événement en paramètres et qu'en partant de cet événement, tu ailles modifier la propriété sur lequel l'événement s'est appliqué. C'est tout à fait possible. Mais simple for the moment. Oui. Mais si tu veux que ça revienne en noir, tu fais autre chose. Ou tu mets un toggle, tu mets une fonction qui passe en rouge ou en noir à chaque fois qu'il y a un clic. D'accord? Allez, je vous laisse prendre ça. Je vous donne un petit exercice pratique sur les 5 minutes qui vous restent. Et puis, on le corrigera tranquillement après, de toute façon. À l'aide de JavaScript, vous allez créer un champ. Vous allez créer un champ input type texte avec un identifiant unique. Ensuite, vous affichez dans une alerte la saisie
de l'utilisateur. Donc, 2 étapes. Créer ce champ input et afficher dans une alerte. Attention, hein, j'ai pas dit de créer un bouton. Hein. Dans la consigne, il n'y a pas de bouton ou quoi que ce soit. J'ai pas dit de créer un formulaire non plus. Et j'ai pas dit non plus d'aller modifier le HTML. Tout se fait uniquement dans JavaScript. Ok? Je vous laisse faire ça. Et puis, on corrige tout à l'heure. Allez, on va corriger notre exercice. Alors, en fait, c'était pas compliqué. Créer un champ input type texte avec un ID unique et l'afficher ensuite dans une alerte, ce que notre utilisateur aura saisi. Alors, en premier, la création de notre champ input. Et en deuxième, la partie vue. Bon. Alors, moi, j'ai recréé une variable input égale donc document point create element. Jusque là, ça va. Input. Bon, on a créé notre élément input. Mon élément input, je lui donne un certain nombre d'attributs. Input.set attribute. La fonction setAttribute me permet d'attribuer un attribut et sa valeur à mon champ. Par exemple, je peux lui mettre un type texte. N'est-ce pas? Je peux aussi lui mettre un placeholder style saisissez un contenu. Par exemple. Je peux lui donner un ID. Input.id est égal à mon ID. Etc, etc, etc. Ensuite, pour le mettre dans la page, document.body, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, append child pour mettre à l'intérieur du body notre élément input. Bien. J'ai créé mon champ input, je lui ai donné un placeholder, un ID et je l'ai placé dans mon body, dans ma page. Maintenant, 2 choses à faire. La première, c'est créer une fonction qui me permet de voir la saisie de mon input. D'accord? Et enfin, définir l'événement que je vais écouter. Alors, du coup, j'ai créé une fonction et je l'ai appelée voir la saisie de mon input. Ouais, je pouvais pas l'appeler plus simplement. Alors, là, c'était la difficulté. Comment est-ce que je fais pour voir ou pour accéder à la valeur d'un champ input? Qui a trouvé? Non? Oui? Point value, exactement. Je vais faire un input qui est donc mon champ que je viens de créer. Point value. En JavaScript, pour accéder à la valeur du champ, c'est point value. Mais point value, c'est déjà ce que vous utilisez en HTML pour mettre une valeur. Href, pareil, c'est la même chose que pour le lien. Vous voyez? Donc point value, tout simplement. Et comme on a dit que c'est une alerte, on va le mettre dans une alerte. C'est juste ça en fait. Maintenant, on va juste mettre en place l'écouteur d'événements qui va, voilà, qui va s'occuper de déclencher cette fonction. Et ce sera sur notre événement, sur notre élément input. Point add event listener. Et quel est l'événement qu'on pouvait écouter? Quel est le type d'événement? Change, exactement. L'événement change. Voir la saisie
de mon input. Donc, lorsque l'événement change se produit sur le champ input, la fonction voir la saisie de mon input s'enclenche et fait une alerte de sa valeur. Si je fais un check-up, et que je saisis ici mon contenu, Charlotte est de retour. L'événement change se produit dès que je sors du champ. Donc si je clique ailleurs ou si je fais tabulation par exemple. Et là, regardez, j'ai bien Charlotte est de retour. Hop, et c'est fini. Et si jamais, par exemple, on avait voulu on avait faire un input texte et un autre input type de button. Tu fais ton bouton, tu le crées après. Ouais. Tu fais var button égale document point create element bouton, Ah, c'est ça qui est bien. etc. Et là, tu donnes des attributs à ton bouton. Bouton, point, etc. Ok. Des remarques? Est-ce que vous avez bien compris cette partie? Robin, Je sais pas. Pas sûr. je te sens en questionnement. Quelle est la partie qui te turlupine? Je sais pas, c'est dans l'ensemble. Ou est-ce que ça pique un peu? J'ai des sauts de bétadine derrière. C'est la création de l'élément en lui-même ou l'écouteur d'événement? Non, l'écouteur, ça va. L'écouteur, ça va. Donc c'est la création de l'élément? Ouais, création, mettre un ID, tout ça. Ok. Tu vois pas pourquoi on le fait directement en JavaScript, pourquoi pas le faire en HTML? Si, mais par exemple, ouais, attribution dans l'attribut. Cet attribut type text. Enfin, pourquoi c'est. C'est comme si je créais dans mon HTML un input type égale texte Ouais. placeholder égale. Mais il y a l'ID. C'est le. Ouais, en fait, ça me paraît bizarre que soit tu rentrer guillemets, virgule. Enfin, c'est pas pareil. Du coup, D'accord. C'est parce que donc. Mais est-ce que tu es d'accord? Type et placeholder, ce sont des attributs. Et leur valeur, c'est texte. Ok. Bah, en fait, l'idée, c'est de créer cette balise, mais en passant par JavaScript. Et en fait, la fonction set attribute prend en premier paramètre l'attribut que tu veux créer. Donc, j'aurais pu créer un attribut Toto si j'ai envie. Et sa valeur dans un deuxième argument. Mais c'est une fonction, comme les fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Premier argument, deuxième argument. Le premier, c'est la propriété, enfin l'attribut. Et la deuxième, c'est sa valeur. On n'aurait pas pu mettre les 4 attributs dans une ligne. Non. Pourquoi pas? Parce que c'est set attribute, pas set attributes. Ok. Mais il y a peut-être un set attributes, hein, cela dit. Non. Non. D'accord. Donc c'est un attribut à la fois. D'accord. Document de child. Quoi d'autre? Je pense que c'est bon. Je pense laisse la place au doute. Faudra avoir plan d'exercice. On va avoir plein d'exercices, d'accord. De toute façon, j'ai un joker. C'est vrai. Mais les jokers, c'est comme un risque, tu vois. Il faut être stratégique. Faut pas le gâcher. Faut pas le gâcher. Wahib, c'est bon? Ah, c'est vague. Hein. Qu'est-ce qui est vague? Ne laisse pas la vague te submerger. Quelle est la partie qui te turlupine? C'est mon nouveau mot. On fait du HTML dans du JavaScript. Du HTML. Mais comment appeler chaque information pour en arriver au résultat final? Ouais, c'est ça. Il te faut un petit peu de temps pour faire le process, quoi. On va faire l'exercice de mise en application et tu me diras comment tu te sens par rapport à ça. Ok. Allez. Je vais couper l'enregistrement puisque je vais vous donner votre exercice
à faire. Donc c'est un exercice qui sera sur 4 étapes et que nous corrigerons. Alors peut-être qu'on commencera à la correction, ou normalement c'est Souni qui est le prochain à passer. Donc peut-être que je lui demanderai de venir d'ici d'ici 1 heure peut-être, la première partie. Il pourra tirer son successeur. Et puis la correction finale aura lieu donc mercredi. D'accord? Je coupe l'enregistrement et on passe à notre exercice suivant.